我们给杨晶一点掌声吧，这次非常非常辛苦哈。Un petit peu de, je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est très difficile. Nous on a vu le déroulement et vraiment c'est beaucoup de nuits sans sommeil. Voilà, merci. Merci. Et donc maintenant, on va commencer tout de suite notre première dame, donc le premier dialogue, le New Made in China et le New Made in France. Donc nous allons discuter face à la mondialisation, face au changement du marché chinois, quelles sont les opportunités et quels sont les défis pour les marques et les produits des deux pays. Donc nous avons comme invité Madame Laurence Parisot, ex-présidente du MEDEF, vice-présidente de l'IFOP, et Monsieur Yuan Yue, qui est le président de Horizon Research Consultancy Group, une entreprise de conseil en marketing et en commerce. Il est aussi le fondateur de Felmelf, une structure qui soutient très activement les jeunes entrepreneurs. 那我们接下来，我用中文简单报一下。我们接下来进入我们的主题性的发言。那么第一个主题，我就不翻，我知道我们的同传也已经翻译给大家了。那我们两位主人公，我们会请到Laurence Parisot 女士，是我们法国企业家联盟前任主席和 IFOP 的副主席，以及我们袁岳先生，就是零点研究咨询集团董事长，也是独立媒体人。好。 那著名的独立媒体是，好，那我们首先有请巴罗佐女士，accueillons tout d'abord Madame Laurence Parisot, merci. Et Monsieur Yuan Yue， 好，有请两位。我们先请帕里索女士先讲，然后因为是这样，可以跟各位交代一下，我们稍后两位分别发言完毕以后，我们会让两位有一个简短的对话，也可以提供给我们，到时候媒体也可以发问。好。Bonjour à tous. 你好。 Messieurs, Monsieur le ministre représentant l'ambassade, Mesdames et Messieurs, amis et amoureux et de la France et de la Chine, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour échanger sur un sujet éminemment complexe et passionnant, qui est au cœur de beaucoup de mes réflexions depuis un certain temps déjà, puisqu'il s'agit de discuter ensemble de ce qu'est le Made in France, de ce qu'est éventuellement la marque France, et la relation entre ce qui serait une marque France et une marque Chine. C'est quelque chose de très complexe, disais-je, de réfléchir à cela parce que, évidemment, la France n'est pas une marque. Évidemment, la Chine n'est pas une marque. Et même Paris n'est pas une marque, et même Shanghai n'est pas une marque. Et pourtant, nous savons tous, vous êtes des hommes et des femmes d'entreprise, ou en tout cas qui participaient à des aventures entrepreneuriales, nous savons tous qu'il y a très naturellement un lien très fort entre un pays et les marques issues de ce pays. Alors pour creuser un petit peu tout cela, je voudrais vous dire que je vais faire appel à ce que j'ai pu observer, apprendre dans deux expériences que j'ai ou que j'ai eues, l'une en tant que présidente du MEDEF, la première organisation d'entreprise française. J'ai été présidente du MEDEF pendant 8 ans et à ce titre, j'étais bien sûr responsable du comité France-Chine
qui est l'outil, avec la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France, mais qui est l'outil principal de la relation économique entre la France et la Chine. C'est moi qui ai fait en sorte que Jean-Pierre Raffarin soit président du comité France-Chine, qui est également coprésidé par Jean-Pascal Tricoire, le président de Schneider Electric. À l'occasion des travaux du comité France-Chine, à Paris comme à Shanghai ou à Pékin, j'ai vu beaucoup de choses. Et puis aussi, je suis l'actionnaire de l'IFOP, l'Institut d'opinion et de recherche marketing, dont le président est également présent dans cette salle, Stéphane Truchy, et l'IFOP, qui est le plus ancien institut de recherche marketing d'Europe, a, depuis les années 90, installé une filiale à Shanghai. Donc à partir de là, j'ai pu voir beaucoup de choses. Alors premièrement, la France est un pays qui a une caractéristique qui lui est propre. C'est un pays qui sans cesse a besoin de se retourner sur son histoire, de regarder quel est son passé et de penser son présent et même son futur à partir de son histoire. Et cette caractéristique-là, j'y reviendrai un petit peu plus tard, est tout à fait utile quand on passe de la réflexion sur un pays à la réflexion sur une marque. Retenez cette caractéristique. La deuxième caractéristique de la France, de son identité, c'est le besoin de rayonner. C'est plus fort qu'elle. C'est comme ça que la France se retrouve, c'est comme ça que les Français s'aiment, c'est quand ils sont en position de rayonnement. Oh, cela peut être un rayonnement glorieux, ça peut être un rayonnement un peu moins heureux à certaines époques, mais il s'agit de montrer vers l'extérieur quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, petite remarque, ce matin déjà, moi j'ai vu quelqu'un, français, qui rayonne. Et avec mon voisin, on se l'est dit, Julien, il est formidable. Il parle un chinois exceptionnel. Il nous fait envie par son bilinguisme parfait. On est fiers de lui. C'est un Français qui rayonne par sa maîtrise des deux langues. Là aussi, retenez bien cette caractéristique, le besoin de rayonner, qui est essentiel, là encore, pour faire le lien entre un pays, son identité et une marque. Il y a une troisième chose, tout à fait particulière, qui a été reproduite évidemment, mais qui, à mes yeux, explique également le lien entre le pays et les marques issues du pays. C'est notre capacité, en France, depuis longtemps, à mêler l'art dans toutes ses dimensions et la production. Je voudrais vous donner un exemple. L'école de Nancy, l'école de l'art nouveau. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cette école particulière de la fin du 19e, du début du 20e. Et c'est une école qui est à la fois fondée sur les arts, différentes formes d'art, la verrerie, l'ébénisterie,
sur la nature et ce que la science nous apprend de la nature, l'horticulture, par exemple, et la production, et même la production de masse. Et s'il y a eu tant de signatures connues issues de l'Art nouveau, de l'école de Nancy, c'est parce que des artistes et des industriels ont ensemble voulu produire quelque chose. Mais il y avait aussi une dimension supplémentaire qui était qu'il s'agissait de Lorrain et qu'il y avait un besoin d'exprimer un sentiment de fierté, une forme de patriotisme, parce que l'Alsace et la Moselle avaient été annexées par l'Empire allemand, et le besoin d'exister a donné une force particulière à cette combinaison unique entre l'art et l'industrie. Je vous ai donné là quelques caractéristiques, ou plutôt les caractéristiques essentielles à mes yeux. Première, de ce que la France peut faire, peut donner, et qui permet ainsi à des marques de se faire remarquer, à des marques de surfer sur une diffusion exceptionnelle. Et il y a dans tout cela un plus, qui est l'inventivité. Vous savez, je crois que ce qui distingue peut-être le plus le mode français du mode anglo-saxon, c'est notre goût pour la création, notre capacité à improviser et du coup à innover, à parfois être en rupture, par opposition à un modèle anglo-saxon qui est beaucoup plus en process, en procédure. Et du coup, le modèle anglo-saxon est d'ailleurs plus puissant économiquement, mais en général beaucoup moins inventif que le modèle français. Et tout cela fait que je crois que dans de nombreux domaines, les marques françaises ont effectivement du succès. Bien sûr dans le luxe, Stéphane Truchy à l'IFOP le sait bien, lui qui est probablement un des plus grands experts français et donc mondial du luxe, parce qu'il y a toutes les caractéristiques que je viens de vous dire sur ce qu'est la France dans ces marques de luxe. Et la façon dont aujourd'hui le marketing se fait convient parfaitement bien à ce que je viens de distinguer. Aujourd'hui, en marketing, qu'est-ce qui marche? Ce qu'on appelle par exemple le brand content. Notre capacité à raconter. Pour raconter, il faut une histoire, il faut une richesse en soi, il faut une culture. Nos marques s'inscrivent toujours dans une logique culturelle. Ce qui m'amène d'ailleurs personnellement bien souvent, et les Français qui sont dans la salle le savent, à toujours défendre l'exception culturelle française. On ne peut pas vouloir défendre l'économie de notre pays, pousser cette économie en avant et prendre des risques d'aucune façon sur la culture française. C'est elle qui enrichit nos marques, qui les nourrissent, qui leur donne une créativité unique. Et donc, j'estime, quand on nous demande, comme c'est le cas ce matin,
de savoir si la France et les marques françaises sont capables de faire face à la mondialisation, je dis, mais sans aucun doute. Parce que notre culture, nous sommes sans arrêt en train de l'enrichir, de la développer. Je vais vous donner un petit exemple, une anecdote d'aujourd'hui. Parmi les arts actuels, il y a le street art. Mais c'est très compliqué le street art parce que c'est subversif. Le street art n'est intéressant que quand il est interdit. Et en même temps, il y a une esthétique dans le street art. Et donc, il y a une dimension culturelle dans le street art. Il se trouve que Paris est un des grands lieux du street art mondial. Et aujourd'hui, il y a une belle entreprise française, une grande entreprise française, la RATP, le métro parisien, qui hésite entre combattre le street art, parce que, évidemment, cela se fait dans le métro, et ça salit les murs, et au contraire s'appuyer sur le street art, parce que ça a aussi une dimension culturelle. Personnellement, je leur recommande de s'appuyer sur le street art pour enrichir les murs du métro. Donc nous avons ici toutes les caractéristiques d'une situation qui est, à mon avis, très favorable à la France, d'autant que, évidemment, le marché économique qui nous intéresse, c'est la Chine. C'est vous, les entrepreneurs chinois qui êtes présents dans cette salle. Vous êtes les plus grands. Nous sommes les plus beaux, vous êtes les plus grands. Non, vous êtes très beaux aussi. Vous êtes très beaux aussi. Et c'est pour ça, c'est exactement pour ça qu'il y a quelque chose d'unique entre nous. Ce qu'il y a d'unique entre nous, c'est justement votre richesse culturelle. Je n'ai pas cessé de dire qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de la France, dans ses arts, dans sa pensée, dans ses idées, choses sur lesquelles les marques peuvent s'appuyer, mais c'est exactement pareil chez vous. Votre civilisation est d'une ampleur inouïe. Votre esthétisme est merveilleux, multiple. Il y a la langue française, forme de pureté, une capacité à exprimer des idées, des concepts, et il y a une langue chinoise qui est d'une complexité insondable pour nous, mais dont on sait bien qu'elle est d'une poésie sans limite. C'est cette rencontre-là entre nos deux cultures, appuyées sur nos deux forces économiques, qui est sans aucun doute à l'origine d'une relation privilégiée. Et je ne peux pas parler de vous, amis chinois, et de nous, sans penser à deux hommes en particulier, à Victor Ségalen et à François Cheng. Madame qui représentait la Chambre de commerce, vous avez dit, et Qing aussi, vous avez dit que la journée doit être placée sous le signe du dialogue. François Cheng a écrit un merveilleux livre sur le dialogue. Et il a écrit aussi des pages magnifiques dans lesquelles il raconte son émotion quand Victor Ségalen raconte les montagnes du Sichuan. Et François Cheng, qui est
aujourd'hui, et depuis longtemps en France, a la gorge nouée en lisant ce qu'écrit Victor Ségalen. Et puis tout d'un coup, il se promène dans le sud de la France, il voit là aussi des paysages extraordinaires et il connaît le même type d'émotion. Tout ça, c'est du dialogue, c'est de la rencontre. De la rencontre entre nos deux pays, en matière d'art, en matière de nouvelles technologies, peut émerger quelque chose d'absolument grandiose. Et si j'ai voulu être là ce matin, c'est pour vous dire que, bien sûr, il y a des risques. Il y a des risques sur certaines marques. Il peut y avoir des risques sur la France, qui, en ce moment, n'est pas dans une forme éblouissante. Mais croyez-moi, ayons la dimension historique des choses, ayons de la perspective et de la vision, et quand on se place dans cette logique-là, ce qu'il y a de plus prometteur, c'est l'enrichissement mutuel et c'est le succès pour nos deux pays et pour toutes nos marques. Il y a de la place pour tout le monde et notamment pour l'entente entre les entreprises chinoises et les entreprises françaises. Merci Madame Parizeau.